On ne pense jamais vraiment aux ascenseurs. On les prend chaque jour, machinalement, sans y prêter attention. Une cabine métallique qui monte et descend, une porte qui s'ouvre, une autre qui se referme. Mais pour moi, les ascenseurs n'ont jamais été de simples boîtes de métal. Depuis plus de 20 ans, c'est mon métier de les réparer, de plonger dans leurs entrailles mécaniques, de remettre en marche ce que les autres considèrent comme acquis. Et croyez-moi, derrière chaque bouton lumineux, chaque câblage, chaque moteur, il y a un monde de danger et parfois d'horreur. On m'a appelé à toute heure, en plein jour, au beau milieu de la nuit. Des portes bloquées, des passagers coincés entre deux étages, des cabines qui s'arrêtent brusquement à quelques centimètres du palier. J'ai tout vu, des ivrognes tremblants, des couples adultères, des corps sans vie découverts dans le silence étouffant d'un puits d'ascenseur. Mais jamais rien qui ne dépasse les limites de la logique. Pas jusqu'à ce soir-là, le soir où le téléphone a sonné et où j'ai reçu un appel du CP Hotel, une bâtisse décrépite au bord de l'autoroute, chargée de rumeurs et de secrets. Ce que j'allais y vivre allait me hanter bien au-delà de mon métier et peut-être jusqu'à ma dernière respiration. Si vous aimez les histoires d'horreur vraies ou inspirées de faits réels, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, car ce récit n'est que le début d'une descente dans un cauchemar sans fond. Le soir de l'appel, il devait être près de 22 heures. La voix du dispatch était brève. Ascenseur bloqué, porte qui s'ouvre sans raison. Rien d'inhabituel, pensais-je. J'avais déjà entendu ça des centaines de fois. Pourtant, lorsque j'ai pris la route vers l'Ohio, quelque chose pesait dans l'air. À mesure que je roulais, le ciel se chargeait de nuages lourds, comme si même la météo cherchait à m'avertir. Le CP Hotel surgit bientôt de l'obscurité. 14 étages de briques noircies par le temps, éclairés par une enseigne vacillante. Le néon crachota des étincelles et le P du sigle s'était éteint depuis longtemps. Dans la nuit, on pouvait lire seulement C-O-T-I-L. Un présage, peut-être. À l'intérieur, l'odeur me frappa immédiatement. Un mélange âcre de moisie et de cigarettes froides. Le tapis usé s'enfonçait sous mes bottes, spongieux, comme imbibé de décennies d'humidité. Un vieux lustre pendait au plafond, ses ampoules grésillant faiblement. Derrière le comptoir, un homme attendait. Mince, les cheveux plaqués en un pauvre reste de raie grasse, des lunettes si épaisses que ses yeux semblaient flotter derrière. Il leva lentement son regard vers moi, comme s'il s'extrayait d'un rêve trop long. « Yes », souffla-t-il d'une voix traînante. Je posai ma caisse à outils. J'ai reçu un appel pour une réparation. Il ne répondit pas. Son doigt tremblant désigna simplement le couloir. Long, étroit, faiblement éclairé par des appliques murales qui semblaient projeter les ombres dans la mauvaise direction. J'ai eu un frisson. Au bout, les portes de l'ascenseur m'attendaient. L'acier bosselé était piqué de rouille, maculé de graisse séchée. Le bouton d'appel rongé jusqu'au vert de gris clignotait faiblement comme s'il luttait pour rester en vie. J'approchais, ma boîte d'outils battant contre ma jambe, le cœur alourdi par une sensation que je n'arrivais pas à nommer. Et c'est là que tout a commencé. Le couloir semblait s'allonger à chacun de mes pas, comme s'il se distendait sous mes yeux. La moquette pourrie aspirait le bruit de mes bottes et chaque lampe murale projetait des ombres qui ne correspondaient pas à ma silhouette. Elles bougeaient un peu trop vite, comme si elles avaient une vie propre. Arrivé devant les portes cabossées de l'ascenseur, je posai ma casse à outils. La plaque de cuivre du bouton d'appel, ternie par le temps, s'oxydait aux extrémités en un vert maladif. La flèche, up, clignotait faiblement, palpitant comme une lueur au bord de l'extinction. J'hésitai un instant avant de presser le bouton. Clic. Le bruit fut lent, comme étouffé, et dans le silence du couloir, il résonna étrangement.
Au-dessus de moi, le moteur toussa, puis s'éveilla avec un gémissement rauque. Les câbles grincèrent dans leurs gaines, faisant vibrer les parois. Les portes s'écartèrent d'à peine 3 centimètres avant de claquer violemment, comme si elles refusaient de m'accueillir. Puis, dans un grondement qui fit trembler le cadre entier, elles s'ouvrirent d'enfin. L'intérieur de la cabine me glaça le sang. Des lambris de bois fissurés couraient le long des parois, noircis par des décennies d'usure. La moquette, rongée au coin, dégageait une odeur rance, comme s'il avait absorbé la sueur et le désespoir de milliers de passagers. Au plafond, 2 tubes fluorescents bourdonnaient avec une lumière blafarde, semblable à des nids d'insectes vrombissants. Dans un coin, la grille du ventilateur haletait, couverte d'une épaisse fourrure de poussière. Je restais immobile sans franchir le seuil. La première règle dans mon métier, c'est d'écouter la machine avant de s'y aventurer. Je me penchai, lampe en main, et passai le faisceau le long du rail de la porte. Le métal était engorgé de crasse, de chewing-gum fossilisé, de morceaux de débris qui gênaient le passage. Les roulettes, usées jusqu'à l'os, présentaient des creux irréguliers. Rien d'inhabituel, en somme, rien que je ne puisse expliquer. Pour tester, je pressai du bout du doigt la commande « Door Close ». Les panneaux s'entrechoquèrent avec un râle métallique avant de se sceller. J'appuyai ensuite sur « Door Open », même résistance, même grondement. Un souffle de poussière m'atteignit au visage. Je soupirai et sortis ma clé de service. Quand j'ouvris le petit panneau latéral, un nuage âcre s'échappa. Les câbles en tissu, les isolants craquelés et les contacteurs tachés de rouille me firent froncer les sourcils. C'était un système à bout de souffle, usé jusqu'à la moelle, mais pas dangereux. Pas encore. Pas de fusible sauté, pas d'odeur de brûlé. Je refermai le panneau d'un geste sec et murmurai pour moi-même « Allez, voyons ce que tu as dans le ventre. » Puis je fis l'erreur que je n'aurais jamais dû commettre. Je posai le pied dans la cabine. Les portes claquèrent d'aussitôt derrière moi avec une violence inouïe, sans que j'aie touché au moindre bouton. Le choc fit trembler tout l'habitacle et mes dents s'entrechoquèrent. Avant même que je puisse réagir, l'ascenseur vibra et se mit à grimper comme s'il avait choisi son propre chemin. Je n'avais rien demandé. Et pourtant, l'aiguille de l'indicateur au-dessus des portes tremblait, hésitante, avant de se mettre à grimper, centimètre par centimètre. Un frisson remonta ma nuque. Ce n'était pas la mécanique qui commandait, c'était autre chose. La cabine trembla, grinça, puis s'immobilisa dans un soupir de métal. Le frein couina faiblement, incertain, comme s'il n'arrivait pas à décider s'il devait tenir. J'avalai ma salive, la main crispée sur ma caisse à outils. Puis, dans un long gémissement, les portes commencèrent à s'ouvrir. Ce que je vis me glaça instantanément. Des ballons, oui, des ballons de fête, gonflés à moitié, qui dérivèrent doucement dans l'air stagnant avant de flotter dans la cabine. Les ficelles effleurèrent mon bras, froides comme du fil humide. Je levai les yeux, devant moi s'étendait une grande salle de réception. Les murs, tapissés autrefois de papier coloré, laissaient pendre des guirlandes effilochées, ternies par le temps. Une odeur sucrée, écœurante, flottait dans l'air. Au centre, une table pliante ployait sous le poids d'un immense gâteau. Le glaçage blanc luisait sous la lumière jaunâtre, mais les lettres bleues, censées former un joyeux message, avaient coulé en rigoles maladives. On pouvait encore lire, tremblant, « Happy Birthday Tommy », les mots s'enfonçant dans la crème, comme s'ils saignaient. Assis tout autour, des enfants m'attendaient. Ils portaient des chapeaux de papier froissé, leur habit était débraillé, sale, comme s'ils avaient dormi là pendant des jours. Leurs yeux brillaient d'une fixité anormale. Une petite fille, dont la robe rose était tachée de chocolat séché, inclina la tête et me dit d'une voix trop assurée pour son âge. « Assieds-toi !» Je ne sais pas pourquoi, mais mes jambes m'obéirent. Mes genoux se plièrent comme s'ils n'étaient plus miens,
et je me retrouvai assis sur une chaise branlante. Le bois gémit sous mon poids, comme s'il protestait. Un garçon couvert d'otages de rousseur s'avança. Il tenait un couteau de cuisine à la lame ternie. Avec une lenteur insoutenable, il entailla le glaçage du gâteau. La lame crissa contre la pâte durcie, comme sur du verre. Puis il me tendit une part sur une assiette en carton. Je ne la touchai pas. Mais eux, oui. Tous ensemble. Au début, ils prirent des bouchées sages, presque polies. Puis, comme si quelque chose s'était déclenché, ils dévorèrent. Le bruit devint insupportable. Des mâchoires claquantes, des lèvres aspirant bruyamment le glaçage, des gorges avalant avec un glou-glou obscène. Le rire monta, d'abord enfantin, puis se mua en ricanement malsain. Un garçon enfonçait ses deux mains directement dans son morceau, en bourrant la pâte et le glaçage jusqu'au fond de sa bouche. Ses gencives se déchirèrent, révélant une rangée supplémentaire de dents, fines, blafardes, acérées. Une petite fille pencha la tête et lécha son assiette avec une langue anormalement longue, rose, qui se sépara en deux à son extrémité, comme celle d'un serpent. Je reculai, les yeux écarquillés, mais ils ne s'arrêtaient pas. Leurs visages se déformaient, leurs joues gonflaient, leurs mâchoires s'étiraient. Les rires devinrent des hurlements de joie stridents, et tous ensemble, ils tournèrent leur tête vers moi, d'un même mouvement, leurs yeux exorbités, leurs bouches dégoulinées de crème et de miettes. Un instinct primal me traversa. Je bondis hors de ma chaise, renversant ma caisse à outils. Les outils tintèrent au sol. Mon bras heurta la table, faisant vibrer le gâteau qui commençait à s'affaisser, comme s'il fondait. Je me ruai vers la cabine, le souffle court, et martelai frénétiquement le bouton « Close ». « Ferme-toi, ferme-toi » criai-je, la gorge sèche. Les panneaux hésitèrent, grinçant, puis obéirent enfin. Le dernier regard que je captai fut celui du gâteau. Sa surface bouillonnait, s'effondrant en bulles visqueuses comme une matière organique en train de se décomposer. Les panneaux se refermèrent d'un coup sec. La cabine trembla et repartit, me projetant contre la paroi. Le moteur hurla, les câbles gémirent, et l'ascenseur recommença à grimper. Je haletais, le dos trempé de sueur, mes doigts crispés sur la rampe métallique. Je n'avais aucune explication. Et pour la première fois de ma carrière, je sus que je ne faisais plus face à une panne. La cabine secoua, vibra, puis s'arrêta brutalement. Un bruit de frein grinçant, comme un métal qu'on torture, résonna dans l'air. J'eus à peine le temps de respirer que les portes s'ouvrirent dans un long râle métallique. Un souffle brûlant m'envahit aussitôt. C'était une chaleur qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu, pas celle d'une chaudière en surchauffe, ni d'un moteur fatigué. Non, c'était un feu qui semblait vouloir m'arracher les poumons de l'intérieur, une chaleur dense, grasse, lourde, qui m'enserrait la gorge. Elle portait avec elle une odeur ignoble, mélange de fer calciné et de chire brûlée. Devant moi s'étendait un immense hall industriel. Les murs disparaissaient dans les hauteurs, soutenus par d'énormes poutrelles d'acier rongées par la rouille. Le sol, luisant et noir, était glissant d'une matière épaisse qui collait sous mes semelles. Mais ce n'était rien comparé à ce qui occupait les côtés de cette caverne. Des fours gigantesques. Alignés comme des bouches béantes, leurs portes ouvertes crachaient des torrents de flammes d'un orange aveuglant. La lumière se reflétait sur les poutres, projetant des ombres monstrueuses qui dansaient aux parois. Chaque four hurlait comme une bête affamée, engloutissant ce qu'on lui offrait. Et sur de longs tapis roulants grinçants, des formes étaient traînées vers les flammes. Des corps humains. Leur peau grisâtre luisait sous la chaleur. Certains bras pendaient mollement en dehors des convoyeurs, leurs doigts raclant le métal dans un bruit insoutenable. Chaque fois qu'un tapis se bloquait, une silhouette surgissait de l'ombre pour décoincer le chargement. Elle n'était pas humaine. De grandes créatures courbées aux membres trop longs, dont les doigts se terminaient en griffes scintillantes de braise. Leurs corps maigres grinçaient comme des charniers rouillés à chacun de leurs mouvements. Elles saisissaient les cadavres coincés et les jetaient dans les flammes avec une aisance déconcertante, comme on balance des pantins brisés.
Les cris, mon Dieu, ils ne venaient pas d'un seul corps, mais d'une multitude. Chaque fois que la chair touchait le brasier, une nouvelle plainte jaillissait, hachée, désespérée, formant un chœur de hurlements qui se chevauchait. Une symphonie de souffrance. Je restais figé, incapable de bouger. La chaleur me brûlait la peau, mes yeux s'emplissaient de larmes, mais mes jambes refusaient d'obéir, jusqu'à ce qu'un des monstres s'arrête. Il lâcha le cadavre qu'il portait, dans un bruit sec qui résonna à travers le hangar. Sa tête se tourna lentement vers moi. Sa nuque craqua, puis ses yeux se mirent à briller d'un éclat rougeâtre. Il fit un pas, un autre. Ses griffes raclaient le sol, traçant des étincelles. Un second s'arrêta à son tour, puis un troisième. Tous se tournèrent vers moi, abandonnant leurs tâches macabres. Et ils se mirent à avancer. Leurs silhouettes se découpaient dans l'éclat infernal des flammes, tandis que derrière eux, les bouches ardentes rugissaient plus fort, comme si elles réclamaient ma chair. La panique me transperça. Je bondis en arrière, heurtant la paroi de la cabine. Mes doigts martelaient frénétiquement le bouton close, si violemment que le plastique s'enfonça sous ma paume. « Ferme-toi! Ferme-toi » L'une des créatures atteint le seuil. Son bras démesuré s'allongea et s'accrocha au cadre de la porte. Le métal grinça sous la pression. Ses griffes commencèrent à forcer l'ouverture, tordant les battants. Je crus que c'était fini. Puis, d'un bruit sec, son bras céda, comme s'il s'était brisé net. La créature recula brusquement, happée en arrière, et les portes claquèrent enfin dans un bruit de tonnerre. La cabine fut secouée d'un tremblement violent, comme si quelque chose venait de frapper la structure de l'extérieur. Puis, dans un cri suraigu, le moteur au-dessus se remit en marche et l'ascenseur se mit à grimper encore une fois, m'arrachant à cet enfer incandescent. Je m'accrochai à la rampe, haletant, mes narines encore saturées de l'odeur de chair brûlée. Jamais de ma vie je n'avais eu aussi peur. Et pourtant, ce n'était que le début. La cabine vibra une dernière fois et s'immobilisa dans un grincement qui fit hurler mes nerfs. Mes mains tremblaient encore, mes paumes poisseuses de sueur glissaient contre la rampe métallique. Un silence pesant s'installa, si lourd que j'entendais battre mon propre cœur dans mes tempes. Puis les portes s'ouvrirent. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je crus entrevoir une délivrance. Devant moi, un simple couloir. Pas de flammes, pas d'enfants grotesques, pas de machines infernales. Juste une peinture défraîchie, une moquette miteuse, et au bout, un panneau lumineux. Exit. Le mot brillait d'une lueur rougeâtre, son néon clignotant doucement, accompagné du petit pictogramme d'un homme courant vers la sortie. Sous l'enseigne, une porte grise attendait, équipée d'une barre anti-panique. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je titubais hors de la cabine, ma caisse à outils pendue à ma main comme un poids inutile. Chaque pas me donnait l'impression de me rapprocher de la vie, de l'air libre. Mon souffle, court et haché, résonnait dans le couloir désert. Arrivé devant la porte, je tendis la main. La barre céda aussitôt sous mes doigts, s'abaissant dans un clic métallique familier. La lourde porte s'ouvrit dans un grincement prolongé, et je me préparais à sentir le courant d'air froid d'un escalier de service. Mais ce n'est pas ça qui m'attendait. Derrière la porte, il n'y avait pas de marche, pas même un mur, seulement un vide noir. Un noir qui n'était pas une simple obscurité, il était plus épais, plus lourd. La lumière du couloir s'arrêtait net au seuil, comme absorbée par un gouffre. C'était un néant qui avalait tout. Je m'avançais malgré moi, fasciné, mon front couvert de sueur glacée. C'est alors que je les vis. D'abord, une lueur faible, puis deux, puis des dizaines. Des yeux. Des milliers de yeux rouges, minuscules, scintillant dans l'obscurité comme des braises. Ils n'étaient pas fixes. Ils clignaient, ils bougeaient, ils se rapprochaient. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Mes doigts se crispèrent sur le métal froid de la barre de porte. Et soudain, le bruit les accompagna. Un frottement, d'abord léger, puis insistant, comme des griffes raclant sur de la pierre. Puis un souffle lourd, humide, des halètements multiples, discordants. Des dizaines, des centaines de poumons qui respiraient ensemble. Je reculais instinctivement, mais la lueur des yeux se rapprochait déjà, ondulant comme une marée vivante. Ils se mettaient en ligne, à différentes hauteurs, certains près du sol, d'autres à ma hauteur, d'autres encore planant bien plus haut que ma tête. Une meute entière. Puis, dans un claquement sinistre,
ils s'élancèrent en avant. Mon corps se réveillait d'un coup. Je retirai ma main de la barre et la porte claqua violemment sous l'impact, me coupant de cette masse grouillante. Je sentis la vibration parcourir tout le couloir et un souffle de chaleur me caressa la nuque comme si la noirceur elle-même avait tenté de s'infiltrer. Je me ruai en arrière, mon souffle court, mes jambes lourdes comme du plomb. L'ascenseur était toujours là, portes ouvertes, m'attendant comme une gueule béante. Sans réfléchir, j'y plongeai. Mes mains frappèrent frénétiquement le bouton close, les portes commencèrent à se resserrer centimètre par centimètre. Juste avant qu'elle ne se ferme complètement, j'aperçus la porte grise du couloir trembler. Quelque chose de colossal cognait de l'autre côté, faisant vibrer les gonds. Les yeux rouges luisaient déjà à travers la fente, cherchant à s'infiltrer dans le monde des vivants. Puis, les panneaux claquèrent, me coupant de cette vision infernale. La cabine frémit, et dans un hurlement métallique, elle reprit sa montée. Je plaquai mon front contre le bois crépissant de la paroi, mes mains crispées sur la rampe. Je murmurai, la voix brisée, « Je ne vais pas tenir. Je ne vais pas tenir. » Et pourtant, l'ascenseur n'avait pas fini de me montrer ses étages. La cabine gémit, saccadée, et s'immobilisa une nouvelle fois. Le silence fut bref, comme une inspiration retenue, puis un son aigu s'infiltra par les interstices des portes. Un dringue métallique, isolé, presque timide, puis un autre. En quelques secondes, le vacarme devint assourdissant. Des dizaines, des centaines de téléphones qui sonnaient en chœur. Le son était si strident qu'il vibrait dans mes dents, cognait dans mon crâne, faisait pulser mes tempes. Les portes s'ouvrirent sur un long couloir. De chaque côté, fixés au mur tous les 2 mètres, des téléphones à cadran. Leurs fils torsadés pendaient raides, rigides comme des nerfs tendus. Tous sonnaient. Les cadrans tremblaient, les combinés sursautaient dans leurs fourreaux comme s'ils voulaient s'arracher de leur soc. L'air vibrait littéralement sous l'onde sonore. Je sortis, les oreilles bourdonnantes, ma caisse à outils battant mollement contre ma cuisse. Le vacarme me vrillait le cerveau. Je crus que je deviendrais fou si je n'en décrochais pas un. Et, comme hypnotisé, ma main attrapa le combiné le plus proche. Un claquement sec dans l'oreille. Puis, des aboiements. Des chiens. Toute une meute. Je pouvais les entendre courir sur un parquet, leurs griffes crissant sur le bois. Je pouvais presque sentir leur haleine chaude contre ma peau, comme si j'étais à nouveau enfant, piégé dans la cour d'un voisin, encerclé. Non. Non, ce n'est pas réel, murmurai-je en raccrochant brutalement. Mais le son reprit aussitôt, plus fort, plus pressant. Le téléphone suivant se mit à sonner encore plus fort que les autres. Ma main incontrôlable décrocha. Cette fois, des voix. Des dizaines de voix chuchotantes se superposant, s'entrecroisant comme un torrent de murmures. J'entendis des fragments. « Ne sors pas ! 13e étage ! Les portes, surveille les portes !» Je lâchai le combiné qui pendit au bout de son fil, balançant comme un pendule. Je voulais courir, mais un 3e téléphone explosa de sonnerie juste à côté de moi. Sans réfléchir, je décrochai encore. Une voix d'homme, ferme, rassurante. « Police départementale, quel est votre problème ?» Un soulagement violent me traversa. Je crus presque pleurer. « Oh mon Dieu, écoutez-moi, je suis coincé au CP Hôtel. L'ascenseur est devenu fou, je ne sais pas à quel étage je suis. » « Calmez-vous, monsieur, répondit-il d'un ton posé. Nous envoyons quelqu'un tout de suite, mais il me faut d'abord quelques informations. Tout ce que vous voulez, oui, criai-je presque. Date de naissance, 9 mars 1984. Un silence, puis un ricanement. 1984, vraiment? Alors 20 ans ont passé en un claquement de doigts. Sa voix s'était faite plus grave, plus moqueuse. Je me figeai, les larmes aux yeux. Quoi? Le combiné grésilla, puis un clic sec d'une ligne coupée, un souffle mort. Je retirai lentement le téléphone de mon oreille. Le plastique était couvert de poussière fissurée comme s'il n'avait pas servi depuis des décennies. Et soudain, un autre téléphone sonna, puis un autre, tous en même temps. Et cette fois, j'entendis une voix que je connaissais trop bien. Un murmure qui me glaça le sang. « Tu m'entends ?» Mon estomac se retourna. Je connaissais cette voix.
C'était celle de lui, mon bourreau d'enfance, le garçon qui avait fait de ma vie un enfer, celui qui m'avait poussé d'une fenêtre de classe, brisé ma jambe, ri de mes cris, celui qui était mort pourtant il y a des années dans un accident de voiture. « Tu as vu Versa ?» continua-t-il son ton venimeux. « La fournaise, c'est là que tu finiras. » Mes doigts tremblaient sur le combiné. « Ce n'est pas toi, tu n'es pas réel. » Un rire grinçant, affreusement familier s'infiltra dans mon oreille. « Tu ne partiras pas, tu resteras ici, avec moi, pour toujours. » Je jetai le combiné contre le mur. Les sonneries hurlèrent encore plus fort, les téléphones vibraient, convulsaient, les cadrans se tordaient. Et un d'eux se mit à grossir. Le boîtier se craquela, le plastique se fissura, les fils s'allongèrent se changeant en câbles épais et veineux. Le combiné s'ouvrit en deux comme une gueule, révélant des rangées de dents inégales luisantes de bave. En quelques secondes, le téléphone était devenu un monstre haut comme moi, cliquetant ses mâchoires comme s'il voulait goûter à l'air. Un premier claquement. Champ! L'écho résonna à travers le couloir. Des étincelles jaillirent de sa gueule. Il s'avança, son câble traînant comme un serpent. Chaque pas résonnait lourd, déterminé. Ses mâchoires claquaient encore et encore. L'air vibrait sous ses coups. Je reculai en trébuchant, mes bottes raclant le sol poisseux. Le couloir n'avait aucune issue, aucune porte, aucun abri, seulement ce monstre de plastique et de métal qui avançait, prêt à me broyer. Dans un dernier élan de survie, je me jetai vers l'ascenseur, les poumons en feu. Les portes étaient encore ouvertes. Je plongeai à l'intérieur, frappant frénétiquement le bouton de fermeture. Les panneaux glissèrent lentement, trop lentement. Le monstre bondit, ses mâchoires claquèrent à quelques centimètres de mon visage, projetant des gerbes d'étincelles. Puis les portes se fermèrent enfin, dans un claquement sec. Le silence revint, un silence pire que toute. Puis le moteur gronda de nouveau. La cabine reprit son ascension vers un nouvel étage. La cabine vibra, puis s'arrêta d'un coup sec, comme suspendue entre deux mondes. Le frein gronda, grinça, puis céda dans un bruit de métal arraché. Je me redressai à moitié, le souffle court, le cœur battant comme un marteau dans ma poitrine. Les portes s'ouvrirent. Un souffle glacial s'engouffra immédiatement dans la cabine, mordant ma peau. Pas l'air recyclé d'une climatisation, mais un froid brut, sauvage, qui s'insinuait jusque dans mes os. Mes poumons se crispèrent sous cette morsure hivernale. Devant moi s'étendait un paysage qui n'avait rien à faire là. Une plaine enneigée, blanche à perte de vue. Pas de murs, pas de plafond visible, seulement une immensité recouverte de neige poudreuse. Pourtant, au-dessus, un ciel gris et bas pesait, comme celui d'un hiver sans fin. Les flocons tombaient en spirale, s'évanouissant dès qu'ils franchissaient la lumière jaunâtre de la cabine. Je posai un pied dehors. La neige craqua sous ma botte, un bruit sec, irréel, après tout ce que je venais de vivre. J'avançai de quelques pas, étourdi. Lorsque je me retournai, mes empreintes étaient déjà presque effacées. La neige semblait vouloir me gommer, m'effacer. Puis une odeur. Fer, sueur, peur. Une senteur que je connaissais trop bien. Une voix suivit, déchirant le silence. « Sors de ta cachette. » Mon sang se glaça. Je connaissais cette voix. Mon cœur manqua un battement, mes jambes se raidirent. C'était lui, mon bourreau, mon cauchemar d'enfance, celui qui m'avait piétiné, humilié, poussé du haut d'un étage en riant alors que mes os craquaient, celui dont je croyais être enfin libéré parce que la mort l'avait emporté. Mais il était là. Son ombre se dessina d'abord, grandissant dans le brouillard de neige. Puis sa silhouette apparut, plus grand, plus massif. Son corps avait vieilli, mais son visage portait encore ce sourire carnassé que je n'avais jamais oublié. Dans sa main, il tenait une hache, lourde, ébréchée, mais terriblement réelle. La lame traînait dans la neige, dessinant une longue cicatrice glacée derrière lui. Il s'arrêta à quelques mètres, son sourire s'élargit. Puis il siffla, un air. Ce maudit sifflement, celui qu'il faisait à l'école quand il me traquait dans les couloirs, celui qui m'annonçait toujours que j'étais déjà condamné. Le son résonna dans l'immensité blanche, désaccordé, insupportable.
Où es-tu » dit-il d'une voix faussement douce, en balançant la hache d'une main à l'autre. Je me recroquevillais derrière une congère, tentant de ralentir mon souffle. Mais chaque inspiration formait un nuage visible, une trahison glacée. Ses pas crissaient dans la neige, réguliers, lourds. Il me chassait, encore une fois. Mon regard balaya la plaine, aucune issue, pas de mur, pas de plafond visible, seulement une immensité recouverte de neige poudreuse. Pourtant, au-dessus, un ciel gris et bas pesait, comme celui d'un hiver sans fin. Les flocons tombaient en spirale, s'évanouissant dès qu'ils franchissaient la lumière jaunâtre de la cabine. Je posai un pied dehors. La neige craqua sous ma botte. Un bruit sec, irréel, après tout ce que je venais de vivre. J'avançai de quelques pas, étourdi. Lorsque je me retournai, mes empreintes étaient déjà presque effacées. La neige semblait vouloir me gommer, m'effacer. Puis une odeur. Fer, sueur, peur. Une senteur que je connaissais trop bien. Une voix suivie, déchirant le silence. « Je t'ai trouvé. » Je me retournai. Il était déjà là. Sa silhouette s'élevait au-dessus de moi, immense, sa hache levée. Le vent souleva des tourbillons de neige autour de lui, comme s'il était le centre d'une tempête. Son sourire, ce sourire cruel et triomphant. Dans un élan désespéré, j'attrapai la poignée de la trappe. Le métal collait à mes doigts, mordant ma peau. J'ai tiré de toutes mes forces. La rue résista, gronda, puis céda dans un cri aigu. Je me plongeai tête première. Derrière moi, la hache s'abattit. Le choc résonna, métallique, étincelle jaillissant quand la lame heurta le bord de la trappe, et je disparus dans l'obscurité. La trappe s'ouvrit comme une gueule de métal et je fus englouti. Je tombai à toute vitesse, heurtant les parois d'un conduit étroit, cabossé, qui se refermait presque sur moi. Mes épaules et mes coudes frappaient le métal, provoquant des étincelles que j'apercevais par flashs aveuglants. Ma caisse à outils, projetée en avant, raclait les parois avec un vacarme insupportable, laissant derrière elle des traces étincelantes. La vitesse m'arracha le souffle. Mes bras s'agitaient en vain, cherchant une prise, mais le conduit était trop lisse, trop glissant, enduit d'une fine couche de givre et de graisse. À chaque virage, mon corps se pliait dans des angles impossibles. Mes côtes protestaient, mes dents claquaient. Le monde devint une spirale de métal, de douleur et de vitesse. J'essayais de crier, mais ma voix fut engloutie par le rugissement de l'air. Puis, soudain, la chute s'interrompit. Je m'écrasai lourdement sur une surface molle. Un rhum étouffé résonna et un nuage gris s'éleva autour de moi. J'ouvris la bouche et avalai de la poussière, suffocant. Mes mains s'enfonçaient dans une matière rêche, humide par endroits. Je roulais sur le côté, toussant, crachant, les yeux brûlants. Autour de moi s'étendait une mer de tissus. Des draps jaunis par le temps, des couvertures militaires, des uniformes efflichés, une montagne de linge sale accumulé, comme si personne n'avait jamais pensé à l'enlever. L'odeur était insupportable. Un mélange d'humidité, de moisissure et de sueur séchée, qui collait à ma peau et à mes vêtements. Je tentais de me relever, mais mes jambes s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans cette masse. Chaque mouvement libérait un nuage de poussière qui me piquait les poumons. La lampe de ma caisse à outils roulait non loin, projetant un faisceau instable sur les murs décrépits. Je balayais l'espace du regard. Le plafond était bas, traversé de tuyaux qui suintaient à une eau rouillée, goutte après goutte. Les murs nus portaient des auréoles brunâtres. Le silence était presque total. Pas un souffle, pas un pas, pas un cri. Après les hurlements de la fournaise et les sonneries du couloir, ce calme me terrifiait davantage encore. Chaque seconde, je m'attendais à voir une silhouette se dresser parmi les draps. Des yeux rouges, une main griffue, ou pire, une langue enfantine encore maculée de glaçage, mais rien. Seulement le bruissement des tissus qui s'affaissaient autour de moi, comme s'ils tentaient de me recouvrir, de m'engloutir lentement. J'ai eu la sensation qu'ils cherchaient à m'effacer, à me digérer vivant. Je me mis à avancer, poussant les tissus de mes bras, trébuchant à chaque pas. Après ce qui me parut une éternité, j'aperçus enfin une lueur. Une forme rectangulaire se dessinait au loin, presque cachée sous un amas de draps. Une porte. Je me jetais dessus comme un naufragé sur un râteau. Je dégageais les tissus à grands gestes frénétiques, la gorge brûlante, les poumons râpant à chaque inspiration. Ma main s'enfonça dans la poignée.
un vieux laiton terni, glacé au toucher. Je tournai. Un clic résonna. La porte s'ouvrit, laissant jaillir une lumière dorée. Je restai figé un instant, les yeux plissés. Puis, je franchis le seuil. Et là, j'étais de retour. Le hall de CP Hotel s'étendait devant moi, exactement comme au départ. La moquette usée, les murs tapissés de papier jauni, les lustres grinçants, même l'odeur de moisissure et de tabac froid. Au comptoir, il était toujours là. Le réceptionniste, figé dans sa pose initiale, ses cheveux gras collés à son crâne, ses lunettes épaisses rendant ses yeux troubles comme de l'eau stagnante. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. Il leva lentement la tête vers moi, ses lèvres tremblèrent puis s'étirèrent en un sourire infime. « Eh bien, » souffla-t-il d'une voix douce et glaciale. Mon estomac se retourna, je me penchai par-dessus le comptoir et vomis, incapable de retenir la bile qui me remontait à la gorge. Mes mains s'enfoncèrent dans le bois pour ne pas m'effondrer. L'homme hocha simplement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Je comprends », murmura-t-il placide, presque bienveillant. Je n'avais plus de force pour répondre. Je titubais vers l'ex-sortie, chaque pas plus lourd que le précédent, mon corps couvert de sueur, de poussière et d'odeurs infectes. Je franchis enfin les portes du CP Hotel et la nuit fraîche m'enveloppa. L'air de la nuit me frappa comme une délivrance. Je respirais à grandes bouffées, l'odeur humide des pavés, la morsure froide du vent, même le parfum lointain de l'essence me semblèrent des miracles. J'avais l'impression de renaître. Devant moi, sous l'enseigne vacillante, mon vieux van m'attendait. Le néon du CP Hotel continuait de crépiter et la lettre P menaçait de s'éteindre définitivement. C Hotel, comme une cicatrice lumineuse dans la nuit. Je montai dans la cabine du véhicule, les mains encore tremblantes. Mon uniforme était trempé de sueur, maculé de poussière et de taches dont je préférais ignorer la nature. Je le retirai d'un geste brusque et le jetai sur le siège passager. Dans l'obscurité, le tissu retomba lourdement, comme un cadavre abandonné. Je posai mes mains sur le volant, fixant la route déserte devant moi. Le silence du moteur éteint me parut insoutenable. Après un instant, je tournai la clé. Le moteur toussa, puis vibra, et le bruit familier du moteur emplit l'habitacle. Cette fois, ce son m'apporta un soulagement que je n'avais jamais connu. Un rire nerveux m'échappa, sec, presque entréglé. « Je vais déménager en pays amiche », murmurai-je. Un endroit sans ascenseur. Un endroit sans câble, sans bouton, sans moteur hurlant ni porte qui s'ouvre à l'enfer. Un endroit où la seule chose qui monte, c'est le soleil. Je mis le levier de vitesse. Le van avança, lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. Les phares trouèrent l'obscurité, éclairant l'asphalte vide qui s'étendait comme un tunnel infini. Mais en jetant un dernier regard dans le rétroviseur, mon sang se figea. Derrière moi, l'hôtel était encore là, immobile, massif, ses fenêtres éteintes comme des orbites vides. Et dans une d'elles, tout en haut, je crus voir un éclat. 2 yeux brillants, fixés sur moi. Je clignai des yeux, plus rien. J'appuyai sur l'accélérateur, décidé à ne jamais revenir. J'ai vécu cette nuit-là des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Des visions qui dépassent la raison, des cauchemars rendus réels par un ascenseur qui ne répondait plus à aucune loi mécanique. Depuis, chaque fois que je pose du pied dans une cabine, j'entends encore le rire des enfants, les hurlements de la fournaise et ce sifflement que je n'oublierai jamais. Peut-être que ce bâtiment existe toujours, peut-être que d'autres recevront un jour l'appel que j'ai eu, mais moi, j'ai choisi de ne plus jamais réparer un ascenseur, parce que certains trajets ne mènent pas vers un étage, mais vers l'enfer. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur. D'autres récits tout aussi terrifiants vous attendent. Et croyez-moi, chacun d'eux pourrait vous arriver à vous aussi la prochaine fois que vous monterez dans un ascenseur.